comme j'avais eu le privilège d'introduire, il paraît que j'ai le privilège de conclure, mais il n'y a pas de conclusion possible à nos débats, c'est leur principe même. Les discussions sont ouvertes à chacun de se faire son avis. D'autant qu'on me donne la parole 1 minute après le moment où j'étais censé terminer. Donc je vais simplement vous livrer quelques impressions d'un touriste habitué à ces rencontres. D'abord pour dire, mais je pense exprimer ce que vous avez tous ressenti, cette satisfaction devant la qualité d'un débat vraiment démocratique, c'est-à-dire vraiment pluraliste, vraiment au fond, et où chacun joue son rôle, ceux qui sont sur la scène, et puis le public, comme on dit souvent. Sacha Guitry disait il y a des soirs où le public a du talent. Moi, je suis très frappé du talent chaque année du public, de l'assistance des rencontres de Cannes. Merci à vous tous. Le sentiment aussi, c'est un sentiment que j'ai connu depuis des années dans une émission de télé sur la 5 et que je retrouve ici, que les organisateurs ont su créer une famille, qu'on retrouve les amis d'une famille, y compris les amis éloignés, de temps en temps pendant l'année, mais le débat continue. Et c'est une famille ouverte. Vous avez vu, il y a à chaque fois des petits nouveaux, des petites nouvelles qui sont intégrées. Il y en a qui disparaissent et puis qui reviennent. Et je crois que ça fait aussi partie du plaisir d'être ici, la famille de Saint-François-la-Pérou. Un mot aussi pour saluer le maire de Cannes. Je ne sais pas s'il est encore dans la salle, mais sans quoi on le lui dira. Nous avons eu, collectivement, j'ai eu comme porte-parole des mots avec le maire de Cannes au sujet de l'avenir de ces rencontres. Il a insisté, non sans raison, sur le fait qu'il y avait sûrement eu de terribles malentendus. Et en tout cas, donc, je tiens à le saluer, de continuer, plus que jamais, à aider des rencontres qui sont des rencontres vraiment démocratiques, vraiment citoyennes, dans lesquelles des gens sans contrôle d'aucun organisme politique, fût-il municipal, continuent à débattre librement. Je trouve que c'était un très bon cru cette année. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a eu vraiment 4 belles tables rondes où on est allé au fond, on s'est dit les choses sincèrement et avec des arguments. C'était vraiment en permanence passionnant. Il y a eu bien sûr des surprises, des moments inattendus qui font aussi le sel de ces rencontres. J'ai rencontré en arrivant ici mon ami Pierre-Henri Tavoyot, rentrant de Chine, et qui du coup s'était fait un visage de djihadiste barbu. J'ai remarqué en partant qu'il était redevenu imberbe et qu'il nous a fait l'éloge du libéralisme politique. Comme quoi, il y a des programmes de déradicalisation qui marchent, contrairement à ce que je pensais. J'ai assisté, comme vous, à une algarade improbable entre un journaliste d'investigation remarquable d'un journal non moins remarquable et notre procureur préféré, qui a dépassé un petit peu les phrases habituelles des gens qu'on se dit en gens de bonne compagnie, mais au moins on a su ce qu'ils pensaient l'un et l'autre. On a vu, alors ça c'était une vraie nouveauté, mon amie Elisabeth en modératrice. C'est pas une première, hein. Ce n'est pas une première, elle l'a déjà été. Eh bien, ça ne sera pas la dernière. Mais cette fois-ci, elle en a profité pour expliquer qu'un certain Kérol était peut-être un danger pour la démocratie. Alors là, je me suis dit que quand même, jusqu'où n'iras-tu pas ? J'ai appris dans la conférence cinéma absolument magnifique de l'ami Olivier Pourriol, j'avais jamais remarqué dans Le Parrain que lorsque le cardinal confesse le parrain, il se parle italien, le type avoue des crimes épouvantables, et l'autre lui dit en italien « continue ». Et à la fin, il laisse tomber l'italien et il lui dit en latin « ego te absolvo ». Et voilà, Pourriol nous a fait remarquer qu'il ne parle plus dans la langue commune qui s'applique aujourd'hui. Il lui parle dans la langue de l'éternité, en latin, ce qui veut dire qu'il n'est pas absous en Italie, mais qu'il est absous pour demain. Je reprends les notes chronologiques.
Dans les tables rondes, on a appris, réappris, réentendu des choses tout à fait utiles. Je parlais en commençant ces journées du hussard noir de la République que devait être, selon moi, le journaliste dans la société moderne. Ben, je crois qu'on a vu de beaux exemples de ce que c'était que ces hussards noirs en action et en discussion aujourd'hui, et qu'on l'a vu sans corporatisme, en voyant que l'exigence qui se pose à tous, à eux comme à nous, à tous ceux qui concourent à l'information, c'est en effet le respect permanent d'une certaine éthique démocratique, citoyenne, dans l'exercice de ces professions. Et il m'a semblé qu'il fallait préciser, en effet, grâce à eux, l'objectif qui était désormais le nôtre, qui n'était pas simplement de défendre l'information libre et pluraliste, mais de défendre plus que jamais la qualité de l'information. De l'information, nous en avons beaucoup, peut-être trop. Ce dont nous devons pouvoir être sûrs, c'est qu'il y a de temps en temps une véritable qualité de l'information qu'on nous fournit. J'ai remarqué qu'on parlait souvent des excès de l'information continue sur les chaînes continues, avec un contrôle intellectuel pas toujours très fort. C'est vrai qu'il nous faut savoir résister à ça. J'avais une anecdote personnelle qui me revenait à l'esprit. J'ai été un jour invité par BFM TV pour venir commenter un soir des municipales le premier meeting où Nicolas Sarkozy allait soutenir Nathalie Kosciusko-Morizet dans un meeting. Je suis arrivé à l'heure prévue et j'en avais 1 heure d'antenne. Mais Sarkozy avait décidé de ne pas aller là à l'heure, parce que je crois qu'il ne voulait pas saluer les centristes dans la salle, enfin une histoire tout à fait essentielle. Et nous avons donc dû, pendant 1 heure, attendre l'arrivée de Nicolas Sarkozy en meublant, comme ils disent. Et donc on voyait l'appartement de Nicolas Sarkozy devant lequel étaient garées des voitures. Puis on a vu le départ des voitures. Et puis voilà, et alors on parlait de ce qu'on pouvait. Et à un moment, la voiture de Sarkozy ne va plus vers Bercy, mais elle tourne à gauche. Et l'animatrice me dit « Roland Quérol, à votre avis, où va-t-il » Bon. La liberté d'expression, ben, on l'a eu ici. On l'a ici, chère Elisabeth, cher Renaud, cher Éric, et on l'a eu de causeur à Marianne. Et franchement, m'adressant à l'ensemble des médias, je peux leur dire, qui dit mieux ? C'est quand même un assez beau succès. Mais oui, vous avez raison. Sur les algorithmes et les nouvelles technologies, on a tous appris plein de choses. Moi, je crois que l'intelligence artificielle en est déjà plus loin que tout ce qu'on nous a dit. Je crois qu'on est arrivé dans un nouvel âge qui nous est encore annoncé, qui est celui où des ordinateurs, librement, de leur propre mouvement, en fonction de ce qu'ils ont compris de ce qu'on leur a inséré comme données, peuvent donner des ordres à d'autres ordinateurs. C'est-à-dire que Huxley est déjà un tout petit peu derrière nous et que se posent à partir de là deux questions fondamentales qui ont traversé toutes les tables rondes. La première, c'est y a-t-il un âge d'or ? Dans toutes nos tables rondes, on a regretté soit que les choses n'aillent pas, il faudrait qu'elles aillent mieux, soit qu'elles n'aillent plus comme avant, où il y avait des possibilités. Et chaque fois, je me disais avant, rappelons-nous la presse pourrie de la Troisième République, rappelons-nous la presse de diffamation du parfumeur Coty, rappelons-nous ces journalistes vendus, pour le coup, au sens propre du terme. Non, on a fait énormément de progrès et l'âge d'or n'est pas derrière nous. On ne vit évidemment pas l'âge d'or et les pressions permanentes du pouvoir, des communicants d'entreprises ou d'ailleurs, de l'argent, sont suffisamment devant nous pour que nous sachions que nous vivons en période de crise, non pas d'âge d'or. Donc l'âge d'or, il est forcément devant nous, et ça, c'est à nous tous d'essayer de le fabriquer modestement. Et se pose cette autre question qui a traversé beaucoup de nos débats, notamment celui d'hier. Faut-il être pessimiste ou optimiste ? Moi, je me souviens dans le pays ex-colonisé français où j'ai vécu mon enfance et ma jeunesse,
On retransmettait de temps en temps quelques émissions de la radio française. Et il y avait une émission qui s'appelait Les Joyeux Pessimistes. Et je ne sais plus de quoi parlait cette émission, mais je trouve que c'est un titre formidable. Je trouve que être un joyeux pessimiste, d'abord ça permet quand même de pas mal vivre. Ce qu'à Cannes, on arrive à faire assez bien, je trouve. Mais sans quand même être d'un optimisme béat devant la situation, tellement nous voyons qu'elle ne prête quand même que assez rarement à sourire vraiment. Donc je crois que c'est à nous d'avoir cette attitude possible de joyeux pessimiste. Et je me disais ça encore à l'instant en écoutant ce débat passionnant sur les libertés. Au fond, je me disais là, qui est l'ennemi ? J'ai bien entendu qu'il y avait des ennemis possibles chez les politiques. Les politiques qui font des lois inutiles ou inapplicables, les dirigeants de partis qui font des propositions absurdes et inapplicables. Et je me disais, mais au fond, pourquoi font-ils ça ? Ils les font à cause de la pression de l'opinion publique. Et qui c'est l'opinion publique ? Ben, c'est nous. Nous sommes notre propre ennemi. Ce sont nos propres pulsions, souvent négatives, qui encouragent les hommes publics à oublier un certain nombre des valeurs fondamentales de notre démocratie et de la défense de nos libertés individuelles. Je crois que essayer d'acquérir un comportement, pas seulement de joyeux pessimiste, mais de démocrate, c'est lutter en permanence contre nous-mêmes. C'est lutter pour la difficulté d'être des citoyens qui parlent d'égal à égal avec d'autres citoyens et qui n'attendent pas de l'extérieur, de l'État, de la puissance publique, de la sécurité publique, la garantie unique de notre bonheur. Donc voilà, je disais placer les citoyens au centre du débat en commençant. Je termine par là. Je crois que le dernier mot, mais en fait c'est un dernier mot que nous devons avoir à chacun des actes de notre vie quotidienne. Notre dernier mot, ça doit être que c'est à nous, citoyens, de faire l'effort permanent vers la démocratie. Merci. On vous donne rendez-vous le 2 février pour une conférence avec Olivier Pourriol et Éric de Montgolfier sur le discours de la servitude volontaire. Le 2 février. Je vous remercie et à l'année prochaine.